Voilà, Michel, je te remercie une dernière fois. Voilà, on m'a demandé de parler du choc avec l'échographie. Donc, c'est l'expérience d'un urgentiste, comme l'a dit le docteur Béranger, mais je l'ai introduit dans ma pratique quotidienne. Et voilà. Et donc, c'est une démarche un peu systématique, on pourra encore en discuter après. Je vous rappelle les causes de choc, hein, ça c'est de ce qu'on apprend à l'université au premier cours de médecine. Donc vous avez le choc cardiogénique, c'est le choc cardiogénique, hypovolimique, obstructif, et dans l'obstructif vous avez le pneumothorax sous tension, la tamponade cardiaque, l'embolie pulmonaire, l'embolie graisseuse, et puis les circulatoires, spinales, anaphylactiques et septiques. Et donc volontairement je ne parle pas des septiques puisque notre ami en a parlé longuement pendant 25 minutes. Alors, le choc cardiogénique, on prend le premier au passage. On va d'abord éliminer les causes mécaniques de l'infarctus, parce que je pense que c'est ça qui est le plus redoutable, et à l'échographie, ça se voit très vite. On va analyser la fonction ventriculaire gauche. On va évaluer les remplissages, on en a déjà parlé. Et on va analyser la fonction ventriculaire droite. Donc ça, c'est un peu le schéma du topo sur... Alors, la première étape, c'est les complications mécaniques de l'infarctus. Alors, tamponade sur une rupture de la paroi libre du ventricule gauche, j'ai eu. Donc, un patient qui arrive aux urgences, douleur thoracique moche, pâle, la phare, on était sûr qu'il l'avait. Et en fait, on a l'habitude avec la sonde de la mettre là où le patient a mal. Bon, il a mal au cœur, moi je me mets ma sonde, abdos, sous le cœur, comme ça, bouffe, et je tombe sur un volumineux épanchement péricardique. Donc, j'ai une tamponade. Diagnostic, je l'ai à la première minute, et j'ai le vasculaire à côté de moi qui me dit écoute, je le prends en salle d'op tout de suite. Et donc c'est un monsieur qui avait rupturé la paroi de son ventricule gauche. Voilà. Et donc ce monsieur est pris une première fois en salle d'op, ils ont essayé de suturer, ça a lâché, ils l'ont repris une deuxième fois, et malheureusement il est mort. Mais ce monsieur a un diagnostic dans les premières minutes de son arrivée aux urgences. Autre situation. Vous le voyez, c'est la rupture de la valve. Enfin, vous l'avez très bien, la valve qui est rupturée. C'est une des conséquences. Je vais le remettre dessus. C'est très court comme vidéo. Vous voyez la petite valve qui remonte vers le haut. Donc c'est une rupture de pilier mitral. Ça se voit rapidement à l'échographie. Et puis il y a le troisième cas. C'est aussi très rapide vidéo. C'est le passage interventriculaire, donc une communication interventriculaire qui s'est produite due à l'infarctus. Donc ces trois situations-là, si on peut les diagnostiquer dès les premières minutes, ben on est là, quoi. On peut avancer très 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 vite. Deuxième étape, c'est l'évaluation. Monsieur, je prends mon ordinateur. La deuxième étape, c'est l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. Alors, ça fait toujours très bien, c'est la méthode de Tickles. Ça se voit sur la parasternale gauche, grand axe, petit axe. Je vais vous montrer tout de suite. On vous l'a dit, l'estimation visuelle est la meilleure estimation, finalement, avec un peu d'expérience, pas besoin de calcul. La méthode de Simpson reste quand même la référence pour évaluer la fraction d'éjection d'un patient. Et puis, il y a l'IEPSS, ou ESIV, qui est l'espace entre l'onde E et le septum interventriculaire, qui est en fait relativement facile d'accès. On pourra également éventuellement en discuter après. Alors, on va regarder le grand axe du cœur. Donc, on va vraiment regarder le cœur dans son grand axe. On va avoir l'image avec son oreille gauche, son ventricule gauche, son aorte et son ventricule droit. D'accord? Ça, c'est une vision relativement facile. On va prendre le curseur et on va tirer au niveau des valves mitrales, au niveau des piliers, des piliers valves mitrales. Et on va enregistrer le TM, c'est-à-dire qu'on va mettre ce qu'on a en 3 dimensions, en plat, en 2 dimensions, ce qu'on appelle le time machine. Et là, on va pouvoir évaluer la distance dans le ventre. Ceci, le ventricule droit, ceci, le septum interventriculaire. Vous avez le ventricule gauche, vous avez que la contraction, elle est bien régulière, d'accord? Et ceci, la paroi postérieure du péricarde. Et bien, on va évaluer la distance ici en diastole, la distance en systole. On a ce qu'on appelle le facteur de raccourcissement. Les machines font ça automatiquement. On va utiliser la formule de Tickles de transformation et on va avoir une fraction d'éjection qui serait estimée correctement
ici entre 52 et 78%. Donc, ce système en parasternal grand axe permet d'évaluer de façon relativement correcte la fraction d'éjection, donc rechercher si notre patient est fatigué de son cœur. En même temps, on va pouvoir regarder le diamètre du ventricule gauche, l'épaisseur du septum, le diamètre du ventricule gauche et l'épaisseur de la paroi postérieure du péricarde. Deuxième vue, c'est parasternal gauche petit axe. Donc au lieu on était parti là-bas dans le grand axe, on va couper le cœur transversalement. J'essaie d'utiliser des mots plus simples pour les gens qui n'en font pas régulièrement, mais on va prendre sa sonde et on va regarder plutôt la base du cœur. Puis on va le regarder au niveau des piliers, et puis on va regarder vers le haut, et on va voir l'aorte avec toutes ses cavités autour, comme une couronne. Ce qui nous intéresse, c'est la vue du milieu. Pourquoi? Parce qu'il était clairement démontré que la contractibilité du ventricule gauche était maximum au niveau des piliers. Donc c'est là qu'il faut faire l'analyse. Et on fait la même chose qu'on a fait dans le grand axe. Au petit axe, on va tirer, on va prendre le TM et on va refaire une fraction d'éjection. Donc deux moyens de faire la fraction d'éjection pour évaluer la fonction du ventricule gauche. Alors, ça a des limites. Attention, il ne faut pas avoir de troubles localisés segmentaires de la cinétique de la paroi. C'est vrai que si vous avez une séquelle d'infarctus, votre paroi va moins bien bouger et les calculs ne seront pas exacts. Il ne faut pas de mouvements paradoxaux du septum interventriculaire. Et il ne faut pas non plus de surcharge de ventricule droit. Donc, les urgentistes, on connaît T-Cols, on l'utilise, mais quand même, on se méfie, on peut avoir des erreurs, ce n'est pas toujours juste. Notre ami en a parlé, l'estimation visuelle est la meilleure technique. Avec un peu d'habitude, on peut voir la fraction d'éjection en fonction de ce qu'on voit. Et vous voyez qu'une fraction calculée à 60%, eh bien ça se voit tout à fait clairement. Une altération discrète ou modérée et l'altération sévère. Donc on peut regarder facilement un cœur, dire ben voilà, j'ai une fraction pour le moment entre 30 et 40%, et je pense que ça suffit pour l'évaluation initiale de l'urgentiste. Alors, pour les gens qui ne font pas d'échographie, je vous présente la 4 caves, parce qu'on en a déjà parlé là tantôt. Vous avez l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droite, le ventricule droit. Comment est-ce que je reconnais que c'est ça? C'est parce que la tricuspide est légèrement plus haut que la mitrale. Donc, ça fait que je me suis bien orienté. Et comment on fait cette image? La sonde est à la pointe du cœur, regarde par là-bas, et donc la sonde étant là, on voit vraiment le cœur qui s'étale. Alors, c'est parfois difficile à trouver, avec un peu d'habitude, on fait une belle 4 caves. Il y a un petit défect noir, là, c'est le foramen ovale, d'accord, qui se ferme quand vous naissez, mais bon, c'est la séquelle, et c'est fait une petite trace noire, ce n'est pas une communication interauriculaire. Il y a évidemment la systole et la diastole. La méthode de Simpson est une méthode juste. C'est beaucoup plus fiable qu'on a dans le T-Cols. Il va calculer la somme des volumes du ventricule gauche découpés en tranches égales. D'accord? On va le faire en mode monoplan, c'est-à-dire qu'on va prendre les 4 cavités du cœur et faire le calcul sur les cavités gauches. On peut également associer la vue 2 caves, c'est-à-dire qu'on va tourner le cœur un peu sur le côté et on va voir la 2 caves. Et bien on va regarder ce volume en systole et en diastole et on va pouvoir également évaluer la fraction d'éjection. Celle-là, en général, est beaucoup plus juste et elle est facilement réalisable parce que beaucoup de nos appareils, on appuie sur le bouton, ils nous font automatiquement notre Simpson. Ça va? Vous suivez? J'essaie de le faire le plus simple possible. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est l'EPSS, Point Septal Separation, ou SIV. C'est l'espace qui est entre la paroi interventriculaire, l'oreillette droite, le septum, puis la valve mitrale, sa valve antérieure et sa valve postérieure. On vous a parlé de l'onde E et l'onde A. L'onde E, la distance entre l'onde E et la paroi, en fait, est de 7 mm maximum. Une fois qu'on dépasse ça, probablement qu'il y a des troubles de relaxation. Et ce facteur-là est très, très facile à réaliser. Donc, on n'est plus obligé de faire le T-Cols, etc. Dans une situation extrêmement urgente, on peut utiliser ce IPCS. Tantôt, on discutera pour voir si c'est d'utilité habituelle. Ça a des limites. Attention à la sténose mitrale,
la restriction de fait mitral antérieur, l'ischémique, les mouvements septal paradoxal et la cardiopathie dilatée. Donc, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous ai dit, choc cardiogénique, on élimine les complications de mécanique de l'infarctus, on regarde le ventricule gauche et on va évaluer le remplissage. On vous l'a dit là tout de suite. Donc, on va aller voir avec un Doppler ici au niveau de la valve mitrale et on va voir l'onde EA. L'onde E, c'est quoi? C'est le remplissage donc c'est l'anneau mitral qui bouge durant le remplissage de votre ventricule gauche, donc ça va être une onde. Et puis, contemporain de l'onde P, vous avez l'oreille qui rajoute un petit coup pour remplir l'entièreté du ventricule. Ce E sur H, chez un jeune comme vous dans la salle, super A1, c'est tout à fait classique. Chez des gens comme moi, ça s'égalise un peu plus, parce qu'on a quand même notre cœur qui a fonctionné pas mal. Ceci est plutôt intermédiaire ou pseudo-normal, mais une fois que vous avez un rapport qui passe au-dessus de 1,5, c'est clair qu'on a des problèmes, on en a parlé de dysfonction au niveau du remplissage. La fonction diastolique, quand j'en ai parlé au professeur Inger à Saint-Pierre, qui est un cardiologue, et que je lui ai montré ma présentation en disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je parlerai de la fonction diastolique. Il me dit « À mon avis, il est rare que l'insuffisance cardiaque d'origine diastolique soit suspectée dans un état de choc. » Il me dit « Ce sont les états de choc à fonction d'éjection conservée. Ce n'est pas fréquent, mais ça peut exister. » Dont acte. Le Doppler tissulaire. On vous en a déjà parlé. Doppler tissulaire, on va prendre l'échographie au niveau de la paroi et on va voir le mouvement de la paroi. D'accord ? Ce mouvement de la paroi enregistré en Doppler tissulaire, vous voyez, c'est joli, hein, c'est en couleur. On va avoir une première onde S qui exprime la contractibilité. Et puis on va de même façon avoir deux ondes correspondant au remplissage et à la contraction de l'oreillette gauche. Vous voyez, donc on a ici le fameux E' qui se marque. Normal 8, élevé plus de 12. Je pense que tu avais parlé de 15 comme limite tantôt. Oui, globalement, en dessous de 8, c'est pathologique. C'est ça, ok, très bien. Alors, il y a aussi l'échographie pulmonaire qui peut nous aider, puisque vous savez qu'on peut s'amuser. Ça, c'est du niveau 1. On peut regarder de l'œdème pulmonaire. Ça nous aide dans le diagnostic. Si on a ça, en plus des fonctions d'éjection altérées, on a le diagnostic de décompensation cardiaque. Alors, on nous a parlé de l'intégrale temps-vitesse. Donc, on va tirer, ici vous avez une image qui montre très bien, on va le chercher, donc le Doppler pulsé sur une 5 cave. On va également calculer le diamètre de l'aorte. Alors attention, ce diamètre doit être bien calculé parce que pour avoir une surface, c'est pi r carré. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos études de physique. Et pi r carré, mais si on fait une petite erreur dans la dimension de notre aorte, elle va se multiplier au carré. Donc attention, parfois on doit répéter la mesure pour avoir une bonne dimension de l'aorte en parasternale gauche convexe. On voit l'ITV sous-aortique, hein, on vous expliquait, notre ami l'a expliqué là tout de suite, et on peut calculer le débit cardiaque en multipliant la surface de l'aorte, l'ITV sous-aortique et la fréquence cardiaque, et on peut faire un débit cardiaque. Donc vous voyez, c'est quand même des choses intéressantes à avoir quand on fait une démarche par rapport à un patient en choc. Ceci est un schéma que j'ai pris à notre ami de Bakker, qui est une pointure importante en Belgique. Et vous voyez qu'on fait un raisonnement sur le débit cardiaque, barre, tamponnade, les pressions haut dans le distributif, le sepsis, le anaphylactique. Et en fonction des pressions et des volumes, on diagnostique un hypovolémique, cardiogénique ou obstructif. Donc rien que le débit cardiaque peut nous permettre d'approcher valablement notre patient. Cardiogénique, on a regardé donc les causes de l'infarctus, fonction ventricule gauche, évaluer remplissage. La fonction ventriculaire droite maintenant, on peut faire ce qu'on a fait avec le Simpson, etc., sur le ventricule gauche. Ça peut être fait au niveau du ventricule droit. Hein, on le reconnaît, le ventricule droit, il est petit, triangulaire. On peut également, c'est le terme anglais, regarder les mouvements de l'anneau au niveau de la valve tricuspide, mais ça commence à devenir de la cardiologie poussée, pour laquelle je ne me lance pas. Voilà, ça c'était le choc cardiogénique. Passons au choc hypovolémique. On va le regarder, ceci est le foie, donc la tête, elle est par là-bas, les pieds sont là, et la veine inférieure arrive dans son oreillette droite. D'accord ? Vous vous situez plus ou moins ?
toujours bien regarder. Et on va regarder les variations respiratoires de la veine cave inférieure en rétro-hépatique. Ce sont des images de Philippe Pestad. Philippe, c'est de toi ça. Et donc, on va regarder, donc, en inspiration, la veine cave inférieure va se fermer, en expiration, elle va s'ouvrir, et on va calculer des max et des min. Et si on reprend la formule, des max des min sur des max fois 100, on parvient à avoir un pourcentage. Et donc, en général, la veine cave inférieure ne peut pas être plus de 50% fermée, donc sinon, c'est un signe de choc. Je vous parle ici de diagnostic, je ne vous parle pas de remplissage. Donc effectivement, c'est mis en doute au point de vue du remplissage pour évaluer le remplissage, mais comme diagnostic de départ, le fait de faire une veine cave inférieure est quelque chose d'intéressant à faire. Alors. Donc voilà une veine cave inférieure, on commence à la reconnaître. Là, vous avez la tête qui est là-bas, les pieds sont là-bas. Un peu en arrière. Voilà, donc on a ici donc la veine cave. Ah, décidément. Voilà. On a la veine cave inférieure qui est là, la tête elle est là-bas, les pieds là-bas, la veine cave inférieure arrive dans le cœur droit. On va tirer et voir notre TM, comme d'habitude, hein, c'est toujours le même principe. Et vous allez voir, dans la veine cave inférieure, suit bien les mouvements respiratoires. Deuxième situation, c'est un patient qui est choqué. Vous allez voir la différence. Voilà la veine cave inférieure, mais qui se ferme complètement. Si on prend le mode TM, en dessous, vous voyez qu'il y a une fermeture complète de la veine cave inférieure à chaque inspiration. Ça, c'est un patient qui est franchement hypovolémique. Dernière situation. Ça, c'est une veine cave inférieure qui est beaucoup trop remplie. On le verra comme dans le cœur pulmonaire. Et on va avoir effectivement, quand on tire son TM, une veine cave inférieure qui ne varie pas en fonction de la respiration. Donc la veine cave inférieure est intéressante à être regardée initialement pour voir l'état de notre patient. On parle de choc hypovolémique, c'est une image aussi que nos amis vous ont déjà montrée. Et donc c'était le cœur hyperkinétique avec les kissing ventricules. Donc ça, c'est un patient franchement hypovolémique. On a vu le choc cardiogénique, on a vu le choc hypovolémique, choc obstructif, 3 types de chocs, la tamponnade, le pneumothorax suffocant et l'embolie pulmonaire, tout à fait accessible à l'échographie. La tamponnade, vous voyez très très bien que le ventricule, l'oreille droite vous voyez très très bien ici que l'oreille droite se collabe complètement. Ça, c'est le premier signe de la tamponnade. Il faut absolument bien le visualiser et ça se voit très 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 bien. Voilà. Ça va ? Vous voyez très très bien aussi que le cœur est tout à fait entouré de liquide. On est devant un épanchement péricardique sévère. Là, je vais vous montrer ce qu'on appelle le sweeping heart, c'est-à-dire voilà l'épanchement péricardique, on le voit très 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 bien. D'accord ? Il y a du liquide parfaitement autour. C'est une 4 CAF, hein, oreille gauche, ventricule gauche, oreille droite, ventricule droit. On voit parfois ici apparaître l'aorte et on voit très 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 bien le liquide qui se trouve autour du cœur. Voilà encore. Et on voit en parasternale gauche, on va la voir tout de suite, on voit vraiment le cœur qui danse dans sa cavité. Et on appelle ça le swinging heart. Alors, la clinique évoquant un épanchement péricardique sévère, ce patient sera dyspnéique, orthopnique, on aura une insuffisance cardiaque droite, peur circulatoire aiguë, hépatocellulaire aiguë. La mesure de cet épanchement peut se faire en diastole, souvent en 2M ou en 2D. On peut quantifier, modéré, inférieur à 10 mm, moyen entre 10 et 20, abondant à plus de 20. On a les swinging heart et la tamponnade. Et pour les gens très spécialisés, on peut voir une variation du flux mitral en inspiration. Ça, ce sont de nouveau des images, Philippe. Merci beaucoup. C'est des images à toi, ça.
Et donc, il montre la quantité de liquide. Si vous avez 300 millilitres, on le voit tout autour. Si c'est 200 millilitres, on va le voir essentiellement en postérieur. 100 millilitres uniquement en systole. Vous savez qu'on peut avoir un peu de liquide naturellement dans le péricarde et il faut effectivement avoir une augmentation brutale du volume autour du cœur pour provoquer la tamponade. Il y a plein de gens qui ont du liquide péricardique, des épanchements par exemple d'origine néoplasique, etc., qui sont venus progressivement. Ceux-là ne sont pas moches au point de vue hémodynamique. Vous avez vu la tamponade, on va voir le pneumothorax suffocant. Alors, pneumothorax suffocant, je suis un peu obligé de vous parler du poumon normal, rapidement. Ça, c'est Lichtenstein qui nous a montré ça. Donc, vous allez mettre votre sonde entre deux côtes au niveau pulmonaire. On va avoir ce qu'on appelle l'image en chauve-souris, ce que Lichtenstein nous a décrit. Donc, côte, côte. Et là où se trouve la petite flèche, il y a la petite ligne pleurale. On fait comme d'habitude. Alors, je vais peut-être vous montrer cette vidéo-là. Je ne sais pas si elle est visible, on voit très très bien les glissements. Oui, je ne sais pas si vous voyez, le glissement du poumon. D'accord? Le glissement du poumon. Et Lichtenstein a décrit des lignes A et des lignes B. Les lignes A, c'est les artefacts de réverbération. Donc, sur un poumon normal, on peut avoir des lignes A, voilà, de réverbération. Et puis, vous avez des petites lignes verticales qui sont des bulles de liquide qui donnent des ring down dans le poumon. Donc, sur un poumon normal, on va avoir des lignes A de réverbération, on va avoir des lignes B, des artefacts de réverbération. Et donc, on va également repasser mon mode TM, on va tirer avec les TM là, on va mettre en time machine, et on va décrire ce que Lichtenstein nous a dit être le bord de mer. Donc on va avoir le sable, le clapotis des vagues, la mer et le ciel. Ça va? Dernière chose, notre ami Tess nous en a parlé, il y a également le pulse lung, si on arrête de respirer. On voit le poumon qui bouge, c'est le cœur du poumon, hein, et ça met des lignes verticales que l'on peut identifier sur le TM. Donc ça, c'est un poumon normal. Dernière image que je vous montre, c'est ici. Voilà, vous voyez très très bien, ici le poumon normal avec sa ligne, et en mode TM, on voit l'image en bord de mer. Ça, c'est le poumon normal. Arrivons au pneumothorax, d'accord? Le pneumothorax tout à fait visible. On va, même chose, trouver les deux côtes. On va chercher la ligne pleurale. On met son mode TM dessus. Et hop, l'image d'un bord de mer a tout à fait disparu. On n'a plus de glissement, forcément, puisque la paroi est partie, ça ne glisse plus. On va avoir automatiquement des lignes A, puisque ça réverbère sur de l'air. Hein. Ça remonte, on va avoir des lignes A. On ne va plus avoir de ring down. Les petites bulles de liquide qu'on avait en surface, elles ont tout à fait disparu. Et le pulse lung aura disparu, forcément, puisqu'il y a de l'air, on ne voit plus le pouls du poumon. Dernière chose, et ce n'est pas de l'ogmonomie, on va avoir le point poumon. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Je ne sais pas si c'est parti. Ouais. Donc ça, c'est donc on tire sur le poumon et on voit ici un poumon pour lequel on voit la ligne pleurale. On voit donc l'image en bord de mer. Regardez, on voit les glissements. Vous voyez très bien les glissements. Les glissements. On tire avec le mode TM. Et voilà, j'ai mon image en bord de mer avec la mer, clapotis des vagues, le ciel, pas de problème. Et vous voyez ici le poumon pathologique qui vient se mettre devant. D'accord? Ça, c'est le point poumon, c'est l'endroit limite entre le poumon normal et le poumon pathologique. Si vous avez ce signe-là, on est certain qu'il y a un pneumothorax. C'est pathognomonique. Bref, pneumothorax suffocant, on a fait son écho, on est tombé sur un pneumothorax, le patient se dégrade, bon, on pense à un pneumothorax suffocant. Je pense que ce diagnostic-là est essentiellement clinique et n'est pas échographique. On vous l'a appris à l'université. Donc, pneumothorax suffocant, c'est une urgence médicale. Aucun retard, mettre son aiguille au niveau du deuxième ligne médioclaviculaire, introduire l'aiguille, piquer, aspirer. Et n'oubliez pas qu'il faut mettre un drainage en deuxième temps. Donc, le pneumothorax suffocant comme cause de choc, c'est un diagnostic essentiellement clinique et je comprendrais qu'on ne fasse pas d'échographie. Dernier choc obstructif, l'embolie pulmonaire. On a également parlé là tantôt déjà, c'est l'examen des 4 P.
Les 4 P, en fait, chez un patient suspect d'embolie pulmonaire, on va regarder ses veines au niveau du pli de l'aine et au niveau poplité, donc 1, 2, 3, 4, c'est pour ça qu'on appelle les 4 P. Et on va regarder le signe de la compression. Ce sont des images qui ont été portées par notre ami anglais. Voilà, au niveau poplité, vous avez 2 veines et une artère. On comprime, et vous voyez que là, ça ne se comprime pas parce que là, la veine est bouchée. Si vous voyez ça, vous avez une clinique d'embolie pulmonaire, il n'y a pas de discussion. C'est un schéma qui est repris à Étienne Inglet. Donc, dans l'embolie pulmonaire, mon O4 points est positif. Je pense à une embolie pulmonaire. Si j'ai un état de choc associé, je pense que je peux déjà penser à une embolectomie. Si en plus j'ai signe de cœur pulmonaire aigu qu'on va voir tout de suite, un rapport VD-SOVG augmenté à 1, un septum paradoxal, une veine cave inférieure dilatée et une insuffisance tricuspide associée, eh bien, on va le mettre en réa et je pense que je n'ai pas besoin d'autre chose pour faire mon traitement d'embolie pulmonaire. Je ne passe pas là-dessus puisque ça c'est un 4P négatif. Au niveau de l'échographie pulmonaire, vous allez avoir effectivement une dilatation des cavités droites, qui sont tout à fait manifestes. On va avoir le septum paradoxal. Je m'excuse pour les vidéos, mais c'est pas facile de les manipuler. C'est en route? Non. Je ne veux pas. Vous avez un septum paradoxal, vous voyez très très bien que la contraction maintenant du ventricule droit fait une encoche sur le ventricule gauche. Vous avez la dilatation de la veine cave inférieure, d'accord, qui ne bouge plus. Et derrière, vous avez l'insuffisance tricuspide qui peut être enregistrée au niveau de la valse tricuspide. Si on a ces 4 signes-là, en plus d'une TVP, je pense que le diagnostic ne fait pas de doute. On peut également, c'est plus compliqué, ça c'est du niveau 2, aller calculer la pression de l'artère pulmonaire systémique, donc l'APEPS, et en fait on va voir on va le regarder, ça c'est l'image que je vous expliquais là tantôt, donc on regarde par au-dessus, on va à la horte et on voit toutes les cavités en dessous. Voilà, donc on va aller voir ici l'oreille gauche, l'oreille droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire, on voit même l'artère pulmonaire qui divise ici en 2. D'accord? Et donc, on va aller voir l'ITV au niveau de l'insuffisance tricuspide. On va rajouter la pression de l'oreillette droite qui est estimée en regard de la veine cave inférieure et on a notre pression pulmonaire. C'est un des moyens de faire cette pression et qui nous donnera le diagnostic. Pour terminer, je vais terminer par les algorithmes. Donc, les chocs traumatiques ou non traumatiques. Pardon. Ceci, l'algorithme, j'ai aussi pris à notre ami anglais des cours de l'eau. Si on a un patient polytraumatisé, il n'est pas choqué, bon, on va faire son 3P, on va regarder l'hémodynamique, on va faire des Doppler transcrâniens, on fera éventuellement un scalaire, le thorax, on va regarder s'il y a un épanchement, on va aller voir l'abdomen pour voir s'il y a du liquide. Vous savez que l'écho 3P est très mauvaise pour tout ce qui est rétropéritonéal. On ne voit pas le liquide et c'est extrêmement dangereux de dire « oui, voilà, j'ai un PrEP négatif ». Non, on ne voit rien, c'est tout, c'est dangereux. Par contre, au niveau du choc, j'ai été trop vite, excusez-moi, au niveau du choc, on va pouvoir avoir une attitude qui me paraît tout à fait logique. Le patient arrive en choc, d'origine traumatique, on va faire l'écho 3P associé au bassin. La radiographie, dans le temps, on faisait dans le polytrauma 3 radios. Hein. On a tous connu ça. On faisait un thorax, on faisait une colonne cervicale et on faisait un bassin. Alors la colonne cervicale, on ne voit jamais rien, sinon il faut vraiment abaisser pour voir C7, donc on oublie. La radiographie du thorax, je pense qu'elle a sa place, mais pas de façon immédiate. À l'échographie, ça se voit beaucoup mieux. Par contre, le bassin, je pense que c'est encore une image qu'on doit encore avoir. Donc, dans le polytrauma initial en choc, ce sont les 2 examens numéro 1. On va repérer la tamponnade, l'hémothorax, l'hémopéritoine, et on verra à ce moment-là si notre patient est stable, il va au scanner. S'il est instable, on va directement en chirurgie. Et donc là, l'échographie est
maîtresse parce qu'elle nous permet de dire au chirurgien, écoutez, voilà, ici, moi j'ai du liquide dans le bide, ça saigne, j'ai du liquide dans le Morrison, j'ai un patient qui a une tension dans les chaussettes, il est tachycarde, il a 140, il est en stade 3, ce patient doit aller en salle d'op. Dans le choc non traumatique, on va avoir plusieurs questions à se poser. Faut-il remplir? Quelle orientation diagnostique? Quelle gestion thérapeutique? On va regarder la fonction ventriculaire gauche et on va regarder sa fonction. L'estimation visuelle, elle est bonne. Super. On va regarder la veine cave inférieure. Le diamètre, plus de 50%. Attention, on va regarder le ventricule gauche, hyperkinétique. Les poumons secs, c'est plutôt de l'hypovolémie. Logique. Si ma veine cave inférieure est normale, on a dit qu'avec le débit cardiaque, on peut se faire une idée du choc distributif, il sera septique ou anaphylactique. On a d'autres arguments, mais voilà. Si le diamètre est plus de 2 cm, qu'il n'y a pas de variation respiratoire, vous avez vu la veine cave inférieure qui était relativement importante, on est dans de l'obstructif, on va aller chercher l'épanchement péricardique, on va rechercher toutes les causes de tamponnade ou d'embolie pulmonaire. On peut éventuellement chercher un épanchement pleural compressif. Si par contre on a une fonction ventriculaire gauche altérée, on va voir le Doppler mitral, je vais vous montrer là tout de suite, on va voir le fameux rapport entre E sur A. Si il est plus de 2, on va passer aux amines. S'il est entre les deux, on peut envisager un remplissage avec toutes les limites que notre ami nous a expliquées. J'ai appris pas mal de choses d'ailleurs. Et alors, ici, inférieur à là, on peut essayer le remplissage, c'est certain, devant son choc. Voilà. Merci pour votre attention. Vous avez le Père Noël, mais nous, on a Saint-Nicolas.